Vivre libre, c'est l'émission du numérique et du libre. Débat, actu, découverte, avec ou sans invité, Jay et Jérémy décortiquent une fois par mois l'actu de l'informatique et vous font découvrir le libre pour vous permettre d'y voir plus clair. Même si vous n'y connaissez rien, de 17h30 à 19h, c'est Vivre libre en direct Sur les réseaux sociaux. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la troisième émission de Vivre Libre. La fois dernière, on avait parlé un petit peu de ce que c'était la contribution à un projet libre et on avait aussi beaucoup parlé de licence. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'Internet. Alors, cette émission, elle sera divisée en trois grandes parties. Tout d'abord, on va faire un petit peu de définition pour expliquer un peu les termes clés de ce dont on va parler aujourd'hui. Ensuite, Jay qui est avec moi. Bonjour Jay. Bonjour Jérémy. Donc Jay nous parlera de l'histoire d'Internet et ensuite on parlera un petit peu du web et des différences qu'il y a entre les deux et de l'histoire du web à proprement parler. Du coup, on va commencer par un petit peu de définition. Un réseau, c'est des ordinateurs connectés entre eux. Internet, c'est quoi, Jay ? On va dire que c'est un réseau de réseaux, donc en gros des ordinateurs connectés entre eux, mais ça on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Ok. Le web, c'est des documents interconnectés. Donc on peut accéder à ces documents, il faut un ordinateur. Pour accéder à ces documents, il faut un ordinateur. Le mail, c'est quoi ? Le mail, basiquement, c'est un courrier électronique, comme on le traduit souvent, et ça permet d'envoyer un petit texte, des images ou des données à quelqu'un d'autre. Ok, c'est vraiment l'équivalent d'un courrier, mais pour l'informatique. Voilà. Un protocole, c'est un standard qui définit comment des applications et des ordinateurs vont communiquer entre eux. On va parler de beaucoup de protocoles ce soir. Une adresse IP, c'est quoi, Jay ? On va dire une adresse IP, c'est un peu comme une adresse postale, mais pour votre ordinateur, qui permet de l'identifier. Ok. Permet à un ordinateur de l'identifier, du coup, puisque c'est une suite de numéros assez peu intelligible. Et du coup, un nom de domaine, ça va être un raccourci vers cette adresse IP. Ça va être par exemple www.google.fr, ça c'est un nom de domaine. Une URL, c'est quoi, Jay ? Une URL, c'est juste une adresse pointant vers un document web. Par exemple, google.com qui va pointer sur le document de Google. Ok. Le Minitel, c'est l'ancêtre français d'Internet. Ça fonctionnait avec des lignes téléphoniques, ça s'est arrêté, ça a eu une émergence pendant les années 2000 et ça s'est arrêté avant 2010. Et le principal problème du Minitel, c'est que c'était beaucoup moins égalitaire qu'Internet, puisque c'était entièrement dépendant du réseau de France Télécom. Un navigateur, c'est quoi, Jay ? C'est un petit logiciel qui vous permet d'afficher les documents web et de pouvoir naviguer entre eux. Ok. Un serveur, c'est un ordinateur qui sert, du coup, qui donne du contenu, notamment des pages web, mais pas forcément. On aura l'occasion d'y revenir. Un moteur de recherche, qu'est-ce que c'est, Jay ? Un moteur de recherche, c'est un logiciel qui va indexer tous les documents, y attribuer des mots-clés qui sont par exemple présents dans ce dit document, et ensuite va permettre à un utilisateur de chercher par ces mots-clés, et donc de filtrer, de trouver des documents plus facilement. Ok. Et enfin, un fournisseur d'accès Internet, c'est quelqu'un, une entreprise, une association, une personne seule, qui fournit globalement le tuyau pour accéder à un réseau, et notamment au réseau Internet. Du coup, les plus connus en France, ça va être Bouygues, Orange, Free et SFR. Mais il y en a plein d'autres et on aura l'occasion d'y revenir plus tard et dans d'autres émissions. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des définitions, on va faire une première pause. Et ensuite, on parlera de l'histoire d'Internet avec Jay. Vivre libre, c'est l'émission du numérique et du libre. Débat, actu, découverte, avec ou sans invité, Jay et Jérémy décortiquent une fois par mois l'actu de l'informatique et vous font découvrir le libre pour vous permettre d'y voir plus clair. Même si vous n'y connaissez rien, de 17h30 à 19h, c'est Vivre libre en direct Sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve du coup après cette première pause. Donc on a fait un petit peu de définition et maintenant Jay va nous parler dans sa chronique de l'histoire d'Internet. On t'écoute, Jay, du coup. On va commencer par la base alors. Après que les ordinateurs soient prouvés assez utiles dans un but militaire lors de la Seconde Guerre mondiale, avec par exemple le cassage du code de la machine Enigma fait par le célèbre Alan Turing, faire communiquer des ordinateurs, c'était surtout la préoccupation du département de la défense des États-Unis, qui, d'acheter plusieurs milliers d'ordinateurs pour ses collaborateurs, vu qu'un ordinateur, ça coûtait hyper cher à l'époque et que Mhm. c'était surtout utilisé dans des buts universitaires Ouais. et militaires.
Ils voulaient justement acheter un gros ordinateur et mettre tout le monde dessus. Et ça, c'est un principe qu'on retrouve encore dans certaines entreprises ou à certains endroits ici, mais qui est très rare car, maintenant les ordinateurs coûtent beaucoup moins cher. Mhm. Ensuite, l'idée vraiment les premiers réseaux, on les voit surtout apparaître dans les années 70 quand on a réussi à inventer des technologies pour router des paquets, ça veut dire faire aller des données d'un point à un point B sans qu'elles se perdent entre les deux. Et je pense que vous avez déjà entendu parler de ARPA, qui est souvent cité à l'ancêtre d'Internet. Et ce projet-là, c'est un projet qui relie de grandes universités des États-Unis d'Amérique. Et ce projet en soi était inspiré du projet Cyclade, qui était Cocorico en France, et qui lui aussi reliait des universités. La petite différence, c'est que Cyclades s'étendait aussi quasiment à toute l'Europe et que plusieurs universités européennes étaient reliées entre elles. D'accord. Maintenant, on va aller un peu plus dans le futur, par exemple aux alentours des années 80, du début des années 80. Donc c'est Et à toujours ce le passé pour moment-là, nous. la PTT, ou alors la Poste et France Télécom, qui étaient reliées à l'époque, décident de lancer Minitel. Comme on l'a évoqué au début de l'émission, Minitel, c'est un peu un ancêtre d'internet, quoi. Vous allez dessus, vous tapez 3615 machin et vous pouvez trouver un peu tout ce que vous voulez. Mais bon, on s'égare un peu, c'est plus du domaine de Jérémy, donc de la prochaine partie. Juste pour dire que certaines personnes diront que Minitel a ralenti l'adoption d'internet en France, car vu que Minitel c'était une solution un peu maison, on s'y attachait un peu. Alors que d'autres disent que ça a eu l'effet totalement opposé et que tous les utilisateurs de Minitel avaient envie de découvrir de nouveaux réseaux qui étaient Internet. Ok. Donc, comme on l'a dit dans l'introduction, Internet en soi, c'est juste des ordinateurs connectés. Donc 2 ordinateurs connectés, vous mettez un câble entre les deux, ça fait ce qu'on appelle un réseau. Ça veut dire que vous pouvez faire transiter des données, donc des fichiers, des photos, des messages entre les 2 ordinateurs. Internet, c'est un réseau de réseaux. Ça veut dire que vous avez par exemple tout votre immeuble qui est interconnecté, donc vous avez un réseau de votre immeuble qui va être interconnecté aux autres réseaux de tous les autres immeubles. Et Internet, c'est un peu ça. Pour faire une analogie, pensez-le un peu comme une autoroute. Vous pouvez prendre votre voiture, aller chercher un livre à la bibliothèque, mais pour ça, il vous faudra passer par des routes plus ou moins longues pour y arriver. Eh bien, Internet, c'est un peu la même chose, et ça, c'est votre fournisseur d'accès Internet qui gère. Par exemple, quand YouTube ou Twitter a du mal à charger, peut-être que c'est juste que la route est surchargée, donc on peut dire qu'il y a un bouchon. Mhm. Ou alors que la route est trop longue et qu'il faille plus de temps pour la parcourir. Et justement, excuse-moi de t'interrompre, le Non, but vas-y. d'une box, c'est justement de trouver la route la plus courte pour aller d'un point A à un point B du réseau Internet. C'est bien ça. Enfin, on va dire que oui, mais c'est un petit peu plus complexe. Normalement, c'est par exemple votre FAI qui est chargé de créer ces routes, donc de dire si vous voulez aller à telle adresse, il faut passer par là. Comment dire, votre box, elle va juste se connecter, par exemple, sur le satellite GPS qui va vous dire faut passer par tel endroit. Ok. Alors que votre FAI, donc par exemple Free, Bouygues, FDN, etc., ils vont plutôt dresser la liste des adresses et les routes à prendre pour ces adresses. Ok. Donc un autre point important d'Internet, c'est la notion de protocole qu'on a évoqué plus tôt. Donc, pour résumer encore une fois, un protocole, c'est un standard qui permet à 2 ordinateurs ou à des programmes de communiquer entre eux. Donc ça va définir des paramètres de comment communiquer efficacement. Par exemple, un des premiers protocoles qu'on a vu, c'est le protocole IP, ou Internet Protocol, ou protocole Internet en français. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça lorsque on parle d'adresse IP. Donc votre adresse IP, c'est votre adresse
Internet. Pour faire très gros. Et Ok. qui va te dire votre ordinateur, c'est avec cette adresse qu'on va l'atteindre. Mhm. Oui, donc sur Internet, chaque ordinateur a une adresse IP et comme vous pouvez le voir, ça consiste en pas mal de chiffres que vous avez probablement déjà vu. Chaque site web, chaque application que vous allez accéder via Internet en possède aussi. Mais pour les humains, ça pose un petit problème parce que comment dire, se rappeler de beaucoup de chiffres comme ça peut être compliqué. Et c'est pour ça qu'on a appelé quelque chose qu'on appelle DNS, donc Domain Name System, ou système de nom de domaine en français. Mhm. Et ça va créer une sorte de raccourci vers une adresse internet. Parce que du coup, C'est-à-dire, pour, par exemple, excuse-moi oui, du vas-y. coup de t'interrompre, mais du coup pour montrer un peu à quoi ça ressemble une adresse IP, ça va être dans le cas le plus majoritaire aujourd'hui, même si ça sera probablement pas toujours le cas, une suite de 4 chiffres allant de 0 à 255, donc 45.8.12.128 par exemple. Ça c'est une adresse IP. Oui, voilà. Et du coup pour chaque site, il faudrait retenir cette adresse-là. Ça serait assez énergivore en termes de mémoire, tout ça. Et donc, on a trouvé le nom de domaine. C'est ça, Jay? Oui, c'est bien ça. En gros, un nom de domaine, ça va mettre en relation une chaîne de caractères. Par exemple, prenons google.fr, que tout le monde connaît, et va y mettre un lien vers l'adresse IP, donc vers l'adresse du site. Donc, par exemple, google.fr va retourner 142.250.186.67. Et ensuite, une fois que votre ordinateur connaît cette petite adresse, il va pouvoir faire les requêtes en demandant le document de Google ou le site de Google et obtenir tout ce qu'il veut. Pensez à DNS comme un énorme registre, comme par exemple les pages jaunes d'internet qui où vous pouvez trouver quasiment tous les sites dessus, voire même tous les sites, à moins que bon là on va rentrer dans des trucs un peu compliqués pour l'émission. Mais vous avez moyen d'en faire vous-même à la maison, mais c'est compliqué, ça demande pas mal de connaissances techniques. Du coup, pour résumer, quand on tape google.fr, ça se passe en 2 étapes. La première, c'est que notre box va aller chercher auprès du DNS. Google.fr, c'est quelle adresse IP, s'il te plaît? Le DNS va répondre c'est 140.250.186.67. Et une fois qu'il a fait ça, l'ordinateur va continuer de demander, dans ce cas-là, affiche-moi le document temps, par exemple index.html, qui est affiché par défaut sur cette adresse IP. C'est un peu ça. Oui, voilà. Ok. Après, malheureusement, sur internet en soi, on peut pas aller vraiment dans les détails car sinon c'est quelque chose de très technique et de très abstrait. Je me doute. Par exemple, je pourrais très bien vous parler de BGP, mais je suis sûr que ça perdrait vraiment tout le monde. Oui, juste pour résumer très Heu, très vite fait, il faut imaginer des petites îles qui sont reliées entre elles par des ponts. Les ponts, c'est BGP. Et des fois, ces ponts, ils pètent. Et c'est ce qui s'est passé auprès de Facebook il y a quelques mois, quand tous les services de Facebook se sont retrouvés inaccessibles, donc Instagram, Facebook, WhatsApp, tout ça, parce que leur BGP était tombé. voilà, ils ont fait une erreur dans une configuration, je crois et toutes les routes d'un coup, ils ont dit: «On rapatrie tous les ponts, on n'en veut plus» Et là où c'était et assez du coup, rigolo, pas de c'est pont. que du coup, les techniciens qui ont dû aller régler ça sur place devaient badger pour aller dans le bâtiment et que leur badge était relié au réseau Facebook. Et du coup, ils ont dû forcer l'entrée parce que leur badge fonctionnait plus. Mais Et voilà, ce petit protocole, ça peut être aussi la raison de ce pourquoi certains sites mettent plus de temps à charger que d'autres. mhm. Et tout ça, c'est encore une fois la longueur de la route. Par exemple, souvent, vous connaissez probablement Netflix. Souvent, les fournisseurs d'accès internet ont des partenariats avec Netflix qui leur permettent d'avoir des routes moins longues, donc de charger plus rapidement le contenu. Ce qui du coup Alors que est... d'autres sites plus petits vont peut-être mettre plus de temps car la route sera juste plus longue. Mais du coup, ça, c'est pas contraire à la neutralité du net. Du coup, pour expliquer rapidement ce qu'est la neutralité du net à nos spectateurs, c'est un concept qui est vieux comme Internet, qui dit que le réseau doit être le plus bête possible et il doit traiter toutes les informations de la même façon. Si je veux aller sur google.fr ou si je veux aller sur jae.fi,
Ça doit se passer exactement pareil dans le réseau. Le réseau ne doit pas juger de ce que je veux consulter et traiter l'information différemment. Du coup, ce que tu dis, c'est contraire à ce principe-là, non? Bien non. Comment dire? La neutralité d'internet, c'est vraiment si tu veux la casser, tu vas prendre ton tuyau, y brancher quelque chose dessus et analyser tout ce qui passe. Ok, Et si ce qui passe ne te plaît pas, soit le bloquer, soit vraiment le ralentir au maximum. ok, Ce qui se passe avec Netflix, c'est plus un partenariat, quoi. C'est juste, 2 entreprises ou 2 personnes qui se disent: «Bon, bah, on va raccourcir la route. Est-ce que je peux venir me connecter là?» Et voilà. d'accord. Alors que les autres sites web, ils sont pas ralentis par ça. Ok, Le fournisseur d'accès internet ne ralentit pas sciemment les sites web, quoi. C'est juste la route qui est plus longue. ok. Je crois qu'il y avait une conférence par Benjamin Bayard, ça, à Sciences Po, à propos de tout ça? Oui, du coup, Benjamin Bayard qui a fait un cycle de 3 conférences sur C'est quoi Internet. La première conférence parlait de ce que c'était techniquement, les réseaux, un peu le routage, ce qu'on avait expliqué un petit peu, mais plus en détail. C'est une conférence qui dure 3 heures, il me semble. La deuxième conférence sur les différentes applications, donc le web, le mail et tout. Et vu que la conférence est un petit peu vieille, il parlait de MSN aussi, mais ça reste un petit peu pertinent quand même. Et enfin, la troisième sur les enjeux politiques que tout ça pose. Parce que c'était à Sciences Po, il faut bien parler un peu de politique, sinon qu'est-ce qu'il se faisait là? Et du coup, il y a le lien qui s'affiche dans la description, le lien de ce cycle de conférences. MSN que vous pouvez encore utiliser Dans de le nos chat. jours avec un projet qui s'appelle Escargot MSN. Si jamais D'accord. vous voulez aller le tester, hein, vous avez juste tapé Escargot MSN dans votre navigateur, dans votre moteur de recherche préféré. Ok, bah Faut y je faire creuserai, je l'erreur, hein, connaissais pas. attention. Et du coup, est-ce que c'est tout pour ta chronique? À moins que des gens aient des questions dans le chat ou que t'en aies toi, bah, je pense que oui. D'accord, bah du coup, maintenant qu'on en sait plus sur ce que c'est l'histoire d'Internet, on va faire une seconde pause avant de parler du coup de l'histoire du web et des différences qu'il y a entre les deux. Vivre libre, c'est l'émission du numérique et du libre. Débat, actu, découverte, avec ou sans invité, Jay et Jérémy décortiquent une fois par mois l'actu d'une informatique et vous font découvrir le libre pour vous permettre d'y voir plus clair Même si vous n'y connaissez rien, de 17h30 à 19h, c'est Vivre libre en direct. sur les réseaux sociaux. Et du coup, on se retrouve après cette seconde pause. On vient de voir un peu ce que c'était Internet et quelle était l'histoire d'Internet. Maintenant, on va parler du web. Alors le web, vous le connaissez sûrement, vous le connaissez forcément même. C'est vraiment ce qu'on a en tête quand on pense à Internet de nos jours. C'est-à-dire ce truc où on lance son navigateur, Google Chrome, Firefox ou quoi. On tape une adresse et puis on voit ce qu'il y a dessus. Le World Wide Web, c'est un truc qui est européen, qui a été fondé en Suisse, au CERN. Le CERN, c'est le Centre européen de la recherche nucléaire. Du coup, vu que c'était un centre de recherche, l'idée c'était de pouvoir mutualiser des informations d'abord à l'intérieur du centre et à moyen terme, du coup, de pouvoir partager ces informations avec le reste du monde. Et du coup, pour répondre à ce besoin, il y avait un chercheur du CERN qui s'appelait Tim Berners-Lee qui propose en 1989 de reprendre l'usage de documents hypertextes, donc des documents, faut s'imaginer un document texte avec un titre, du contenu, des résumés, tout ça, et des mots-clés sur lesquels on pouvait cliquer pour accéder à une autre ressource. Typiquement, l'usage de ça que vous connaissez sûrement, c'est Wikipédia. Vous allez sur la page Wikipédia de ce que vous voulez, de la Grèce antique, vous avez un mot-clé sur « Ah bah oui, c'est là qu'il y a Athènes » par exemple. Et du coup, il voulait reprendre un peu cette idée-là et allier ce concept qui existait déjà auparavant à l'usage d'Internet. Et donc, il a proposé cette idée au CERN en 1989 et il a commencé à la développer, tout ça dans son coin. L'année d'après, il y a un dénommé Robert Caillot qui a rejoint le projet et c'est à partir de ce moment-là que les choses ont vraiment commencé à s'accélérer. Ils ont créé le premier serveur web qui a été mis en ligne avec une première page web encore disponible à l'heure actuelle et qui s'affiche à l'écran sous vos yeux dès maintenant. Et du coup, il a créé aussi le premier navigateur la même année qui s'appelait World Wide Web et puis après ça a été renommé en Nexus. Mais surtout, à ce moment-là, ils ont développé les 3 technologies qui sont à la base du web.
URL. Donc on en a parlé tout à l'heure, c'est ces adresses web qui permettent d'accéder à une ressource. google.fr/index.html par exemple. HTML justement, qui est le langage dans lequel sont rédigées les pages web la plupart du temps, enfin même 100% du temps, c'est ce qui est connu par le navigateur. Et du coup, ce langage HTML, ça veut dire en français langage de balisage d'hypertexte. Et enfin, HTTP, qui est le Hypertext Transfer Protocol, qui est le protocole qui sert à envoyer, recevoir des pages via un navigateur, donc via le web. Donc ce projet World Wide Web, d'ailleurs World Wide Web, c'est de là que viennent les 3W de la plupart des sites. On va sur www.google.fr, c'est pour indiquer qu'on va sur le World Wide Web de google.fr. Donc c'est un projet qui a été rendu plus public en 1991. À ce moment-là, on pouvait juste prendre connaissance du projet, voilà, il existait. Mais il a fallu attendre 2 ans, jusqu'en 1993, pour que Tim Berners-Lee puisse prenne la décision et puisse enfin le faire, de mettre son projet, du coup le web, dans le domaine public. Fallait attendre aussi que cette décision soit validée par le CERN et mise en exécution. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'à partir de là, Internet, le web, tout le monde peut s'en emparer, peut prendre connaissance du projet, du code source, et partant de là, vu que le World Wide Web n'a plus de propriétaire, n'importe qui peut l'utiliser à son bon vouloir. C'est cette décision historique qui a permis, qui est non seulement la preuve de l'investissement de Tim Berners-Lee et du CERN pour la mise en commun des savoirs. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'identité du CERN, et on a eu l'occasion d'en parler pendant la première émission de Vivre Libre. Donc c'est cette décision qui a permis qu'aujourd'hui chacun puisse accéder au site web de n'importe où, avec n'importe quel navigateur, et surtout au site web de n'importe qui. N'importe qui, vous, moi, on peut créer des sites internet et les mettre en ligne relativement facilement, à condition de connaître le HTML ou de connaître des solutions pour nous en passer, comme WordPress par exemple. Sans cette décision, on aurait probablement des services similaires au web, mais beaucoup plus cloisonnés, limités à un FAI. Par exemple, tous les gens d'Orange peuvent consulter tous les sites web qui sont chez Orange, tous les gens de Free peuvent consulter les trucs de Free, et ça serait beaucoup moins ouvert que ce que c'est aujourd'hui. Et du coup, il n'y aurait pas de possibilité d'interconnexion. C'est aussi à ce moment-là, du coup, lorsque le web a été ouvert et mis dans le domaine public, que le grand public a pu y trouver un intérêt. Avant, c'était juste du mail, c'était juste des trucs très très universitaires en fin de compte. Et aujourd'hui, le web, comme je l'ai dit en introduction, c'est l'application d'Internet qui est la plus fréquemment utilisée. Et son nom est devenu synonyme d'Internet dans la bouche de nombreuses personnes. Je suis sûr que avant cette émission, vous croyiez probablement que le web et Internet, c'était la même chose en fin de compte. Et du coup, le site web a permis l'émergence de sites internet très grand public, qui aujourd'hui rassemblent des millions de personnes, si ce n'est des milliards. Google, Facebook, Twitter, les fameux géants du web que vous connaissez sûrement, qui ont participé à centraliser l'usage du web. La plupart des gens, ils vont que sur Google, ils vont que sur Facebook, alors qu'il y a des myriades de petits sites moins connus, plus authentiques, faits par 1, 2, 10 personnes. Mais ces sites web sont beaucoup plus petits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la différence entre le web et le Minitel tend à se faire de plus en plus mince jour après jour. Et pour creuser un peu ce sujet, je vous invite à regarder la conférence de Benjamin Bayard, encore lui, qui s'intitule Internet ou Minitel 2.0, et dont le lien s'affiche dans le chat. Voilà pour du coup la chronique sur le web. J'espère que cette émission vous a permis d'y voir beaucoup plus clair. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières dans le chat ou pas. Mais du coup, j'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair, de mieux comprendre l'intérêt du web, d'Internet, et comment ça s'était construit un peu tout ça. Oui, Jay ? Juste pour ajouter, c'est quand le web est arrivé au grand public, il faut savoir que la plupart des navigateurs web étaient des logiciels payants. D'accord. Et finalement, il y en avait très peu qui étaient gratuits. D'accord. Et du coup, c'est que plus tard, après tout ce qui a été Netscape, Internet Explorer, etc., que ceux qu'on connaît aujourd'hui sont arrivés. Donc Firefox et basiquement Chrome. Ouais. D'ailleurs, Firefox, c'est la suite de Netscape. Netscape a été créé au début des années 2000 et suite à divers rachats, tout ça, c'est devenu Firefox. C'est bien ça ? C'est aussi
qu'en partie à cause de Internet Explorer, ça a un peu tué Netscape. D'ailleurs, un des créateurs de Mozilla, un des fondateurs, l'explique très bien sur son site web. D'accord. Est-ce que Alors, éventuellement je crois que cette t'aurais- même personne a un club de genre une boîte de nuit ou quelque chose dans le genre. D'accord. Euh, Et du coup, si éventuellement t'as un lien ou quelque chose comme ça, ou est-ce que tu sais où on peut retrouver cette ressource? ça doit être Blendon Pike. Et à la limite, si tu peux l'envoyer à notre je- régisseur pour qu'il l'affiche dans le chat, il l'a sous la main. Sinon, c'est pas grave, on pourra le rajouter plus tard. Oui, ce sera mieux, du genre pour la rediff, la mettre dans la description. Voilà, du coup, ça sera dans la description de la rediffusion. C'est pas grave. Mais du coup, t'avais d'autres choses à rajouter, Jay? Non. Ok. Si on a une petite question qui vient de popper dans le chat, on me demande Ok. si le dark web a été créé de la même façon que le web Steve. classique. Du coup, je répète parce que Jay, je crois qu'elle a pas entendu. On a une petite question dans le chat. Est-ce oui. que le dark web a été fondé au même moment et de la même façon que le web? C'est bien ça la question? Ah oui, je la vois dans le chat, donc pour y répondre, comment dire? Bon, on va faire un autre petit cours. Donc on a le web, donc tout ce qui est public, donc indexé par tout ce qui est moteur de recherche en mode Google. Ok. On a ensuite le deep web, donc soit le web profond, donc c'est basiquement tout ce qui n'est pas forcément indexé, donc peut-être pas disponible en accès par Google. Et ensuite, on a ce que les gens appellent souvent le darknet, qui peut être aussi des réseaux un peu alternatifs au web. Par exemple, vous avez le projet Tor, qui est utilisé pour beaucoup d'applications qui sont pas forcément légales et aussi délégales, et qui a été créé en 2002 par la CIA, par exemple. Ok. Et Et en soi, le dark web, c'est... Comment dire? Comment on peut dire ça sans aller dans le très complexe? En soi, le dark web, c'est une sorte de quelque chose qui se met au-dessus du web. C'est pas quelque chose qui existe vraiment indépendamment. Ok. Et du coup, juste pour donner un exemple de page web qui fait partie de ce qu'on appellerait le deep web, typiquement quand vous vous connectez à un compte, que ce soit sur Amélie, Facebook, tout ça, tout ce qui est limité à votre compte, donc qui vous est personnel, c'est pas indexé sur Google. Sinon, vos informations seraient publiques et ça serait affreux. Du coup, ça, c'est du deep web. Et du coup, le dark web, dans la bouche de beaucoup de gens, ils pensent surtout à Tor, qui est un outil qui sert... on a beaucoup cette image de truc illégal, tout ça, mais ça sert aussi beaucoup à des journalistes et à des chercheurs et à des militants dans des pays en dictature à pouvoir communiquer et s'envoyer des sources, et notamment beaucoup de sites journalistiques comme Mediapart ou quoi ont sûrement des services sur Tor pour permettre à leur... Le service le plus connu qui a une adresse en Tor, c'est Facebook. Ah oui, exact. Pour permettre du coup à des gens dans des régimes dictatoriaux, tout ça, qui n'ont pas forcément accès à Facebook, de pouvoir y accéder via Tor. Et du coup de pouvoir communiquer avec le reste du monde. C'est typiquement un usage plutôt bénéfique. Après des réseaux alternatifs, il y en a la masse. Il y a le Tor, donc The Onion Router, donc le routeur oignon en français, qui est le plus connu. Et vous avez aussi I2P, Yggdrasil, je crois que c'est. Et GNUnet, je crois que le troisième plus gros c'est. D'accord. Et on me dit qu'on a une autre question dans le chat. Bien sûr. Et c'est quoi Tor? Tor, ça veut dire... C'est les lettres TOR qui veulent en anglais dire The Onion Router. Donc le routeur oignon, quoi. Et à la base, c'est un projet qui est originaire des États-Unis d'Amérique, donc de leur gouvernement, et qui voulait avoir des communications plus sécurisées en ligne.
Et donc, le nom vient que... Comment ça fonctionne? C'est un peu comme un oignon. Vous avez plein de couches. Vous avez